Les réseaux pédocriminels n'existent pas. Round 60, le réseau J-pop Johnny Kitagawa. Au Japon, le ponte des boys bands de J-pop était un pédocriminel au bras long. Alors J-pop c'est pour J c'est pour Japan et pop c'est pour popular music, pop music, donc c'était la pop du Japon. Johnny Kitagawa est l'équivalent d'un Jimmy Savile au Japon. Je vous renvoie à l'article sur Jimmy Savile, un article réseau, donc un journaliste, enfin un présentateur télé de la BBC qui profitait d'être dans le showbiz pour abuser des garçons, des enfants. Donc Johnny Kitagawa est l'équivalent d'un Jimmy Savile au Japon. Producteur de télé et de boys band hégémonique, il a fait des centaines de victimes et n'a jamais été condamné malgré des accusations régulières de la part de ses victimes depuis les années 80. Il est mort en 2019 à 87 ans. Et il est à peu près clair que derrière Kitagawa, il y avait tout un système. Le même système de corruption et de perversité du showbiz que nous avons en France. On vous renvoie à Gérald de Marie, par exemple, avec l'agence Élite, ou à Pascal Brunel, qui était le fournisseur d'enfants du réseau Epstein en France, etc. Enfin, un des fournisseurs. Ou aux États-Unis, on peut vous renvoyer à, par exemple, l'article réseau Franklin Boyston, où il y avait pareil un présentateur de télé qui était impliqué. Voilà. Et ailleurs. On passera sur l'affaire Morandini. Enfin, bref, il y en a plein d'autres des histoires dans le showbiz, évidemment. Et également l'article sur le réseau Den Hollywood, avec voilà, notamment Corey Feldman et d'autres. Donc je vous renvoie à cet article réseau également. De nationalité américaine à l'origine, Kitagawa a grandi au Japon, fait son lycée et la faculté aux USA, puis est retourné au Japon pour travailler à l'ambassade US au Japon pendant son service militaire, pendant la guerre de Corée. Apprenant au passage le baseball à une équipe de jeunes japonais avant de lancer un groupe de 4 ados appelé Johnnies en 1962 avec des membres de son équipe de baseball. Il leur a demandé de reproduire au mieux la comédie musicale West Side Story et déjà à l'époque il avait tendance à agresser ses stars. Et en 1964, il a fondé sa société, Johnny & Associates, une agence qui fait monter des groupes et chanteurs et où il a fait travailler sa fille et sa nièce qui la dirigent aujourd'hui. Kitagawa, leader de l'américanisation au Japon. Comme ses idoles, appelées les Johnnies, ne se limitent pas à chanter et à danser, mais font aussi souvent des films, des séries et des shows TV et du merchandising, et mènent en général de longues carrières. Kitagawa a construit la culture du divertissement au Japon avec les strass et les paillettes sur les 50 dernières années. Les clips qu'on remonte au groupe SMAP en 1988, Arashi jusqu'aux années 2000 ou même les tout premiers de Four Leaves dans les années 60-70, en gros une version japonaise des années yéyé chez nous, c'est toujours la culture américaine qui est valorisée, le modèle américain du showbiz qui est mis en œuvre. Quant à la qualité musicale des candidats, ce n'était pas un critère, et les groupes dont certains sont composés d'enfants de 8 à 11 ans sont lancés comme des produits à durée limitée, même si certains ont duré plus de 20 ans. Beaucoup de gens lui devaient leur carrière dans le milieu du showbiz et probablement dans d'autres milieux. Kitagawa recrutait chaque année des dizaines de jeunes, dont beaucoup venaient de milieux précaires, et certains étaient poussés par leurs parents, d'abord comme danseurs, et pour accéder aux premières places dans les groupes, ils devaient l'épater. Un véritable vivier de jeunes dans lequel il a pu puiser essentiellement des garçons, mais aussi des filles. Il était là tous les jours, pour former les jeunes qu'il avait sélectionnés, et surtout pour les avoir sous la main. Il a même créé un camp, installé dans un grand appartement, où passaient toutes ses recrues et dont certaines dormaient chez lui. Après avoir subi les assauts de Kitagawa, ils obtenaient un rôle plus important dans leur groupe, passaient à la télé, pouvaient faire des interviews. Il pouvait aussi leur donner de l'argent. C'est aussi la boîte de Kitagawa qui gérait l'enseignement, les jeunes étaient cadrés en permanence. Ils ne pouvaient pas avoir de vie sentimentale, et encore moins en parler en public. L'ex-popstar Hiromi Go a raconté qu'en 1971, Kitagawa est entre guillemets tombé amoureux de lui alors qu'il avait 15 ans. Il lui a fait intégrer ce camp d'entraînement et l'a lancé sur scène en 72. Il a quitté l'agence soudainement en 75 pendant que Kitagawa était hospitalisé. Il a expliqué qu'on l'obligeait à tenir un rythme effréné avec seulement 3 heures de sommeil par nuit. Ils avaient aussi l'interdiction d'aller à l'école, il fallait être disponible tout le temps et c'est la boîte de Kitagawa qui se chargeait des cours. Même s'ils ne voulaient pas aller dans ce camp parce qu'ils connaissaient la réputation de Kitagawa, les jeunes y étaient forcés. Il y avait de l'alcool et très certainement de la drogue, un sujet tabou. Shogo Kiyama, qui a rejoint l'agence à 15 ans, y a été envoyé dès le premier jour. Un de ses amis, déjà passé par là, lui avait dit
Ce n'est pas grave, tout le monde le fait. Si tu refuses, Johnny Kitagawa ne te demandera pas de revenir au camp d'entraînement et tu ne pourras pas faire tes débuts. Alors, fais avec. Puis, il a créé des boys bands qui chantaient et dansaient et pouvaient recruter des garçons de 8 à 10 ans d'abord, puis aussi des adolescents, garçons et filles, dont certains ont autour de la soixantaine aujourd'hui, comme Masahiko Kondo, qui dénonce les abus sexuels de Kitagawa qui avaient commencé chez Johnny Associates au début des années 80. Kitagawa a lancé la mode de ces groupes 100% artificiels qui chantent en faisant leur gym ou en dansant, dont les stars, appelées des idoles, sont adulées par des hordes d'ados auxquels on vend une soupe calquée sur le modèle américain devenu occidental. Si les premières accusations remontent au moins à 64, suite à la plainte d'un ancien membre de son écurie d'idoles, c'est surtout depuis les années 80 que certaines de ces anciennes jeunes stars disent avoir subi ces assauts, des viols, dont certaines dès l'âge de 11 ans et souvent pendant plusieurs années. En 88, l'ex-chanteur du groupe Four Leaves, créé dans les années 60, Koji Kita, a écrit un livre racontant son expérience entre les mains de Kitagawa, entre séances d'entraînement ultra intensives et prédation sexuelle et sa prise de drogue. Il a expliqué que, pendant 4 ans, il a eu ce qui a ressemblé à une sorte de « relation avec Kitagawa, comme s'ils étaient mariés, et à l'époque, cela lui allait. Koji Kita a expliqué qu'ensuite il a refusé les avances de Kitagawa qui s'est tourné vers des garçons plus jeunes, adolescents. En 89, l'ex-idole Ryo Nakatani a écrit dans un livre en 1989 avoir été violé par Kitagawa à l'âge de 11 ans et être devenu accro aux drogues stimulantes. Il a dénoncé le penchant de Kitagawa pour les ados, mais l'affaire a été étouffée médiatiquement. Les accusations ont continué dans les années 90 et 2000 avec une enquête du média Shukan Bunshun au Japon ainsi que dans le New York Times et le Guardian en Angleterre. Plusieurs victimes l'ont même écrit dans des livres comme Shogo Kiyama en 2005. Pourtant, Kitagawa continuait tranquillement à lancer des groupes de jeunes et à les agresser. Mais dans les années 2000, il était devenu incontournable dans la production de shows télé et de groupes de J-pop, la K-pop pas coréenne mais japonaise, qui a été un précurseur. Ce qui a encore renforcé l'omerta sur ces actes pédocriminels, personne ne voulait se le mettre à dos ou tuer la poule aux œufs d'or. Logiquement, Kitagawa s'est senti libre d'agir, comme s'il le voulait, et les victimes se sont multipliées et des accusations continuent à arriver sur la place publique en 2023. Apparemment, tous ses favoris y passaient et les victimes se compteraient par centaines depuis les années 60. Cette impunité était d'autant plus facile qu'apparemment la loi avant 2017, japonaise donc, ne prenait pas en compte les viols contre les garçons ou des hommes. Vous avez bien entendu, hein. Un documentaire de la BBC diffusé en mars 2023, 4 ans après la mort de Kitagawa, donne la parole à plusieurs victimes de diverses époques qui parlent aussi d'hormones que Kitagawa les obligeait à prendre. On y reviendra. Le documentaire en anglais donc est disponible sur le mur vidéo, je vous mets le lien. Il y a également la bande-annonce dans le corps de l'article et une interview du réalisateur est aussi visible, donc une interview qui a été faite après le documentaire par une blogueuse japonaise. Alors je peux me permettre à ce moment-là de faire quand même une petite parenthèse. La culture japonaise est particulièrement tournée vers la pédophilie. La pédocriminalité. Vous pouvez regarder d'autres articles qu'on a pu faire. Ça va des poupées sextoy grandeur réelle d'enfants avec un mode viol qui hurle à les lycéennes qui se prostituent et que tout le monde trouve ça normal et ça a même un nom et tout le monde comme les sugar daddy etc mais au Japon ça gêne personne. On va continuer avec tout ce qui est l'habit entre guillemets sexy, c'est d'être en écolière. Je sais pas si vous êtes déjà posé la question dans les mangas, hein. Donc une femme normale, adulte, avec des formes et tout, elle s'habille en écolière pour exciter, pour que ça soit plus excitant pour les hommes. Voilà, bon. Bref, je vais pas aller plus loin, mais la culture japonaise à ce niveau-là est absolument dégueulasse et à vomir. Mais on va pas s'étaler ici. Donc reprenons sur le documentaire de la BBC, mais on peut s'interroger sur les motivations de ce documentaire à l'étranger alors que les pratiques de Kitagawa étaient connues de longue date, bien au-delà du Japon. Parmi les témoignages, il y a celui de Kohawan Okamoto, qui a parlé publiquement des viols subis de 15 à 20 ans et à 15 reprises de la part de Kitagawa dans les années 2010. Et a obtenu des excuses de la part de la nièce de Kitagawa, Julie Keiko Fujishima,
qui dirigeait l'agence et donc a finalement démissionné sous la pression médiatique assez récemment, en 2023. Selon lui, presque tous les garçons passés par l'appartement de Kitagawa, entre 100 et 200 garçons, auraient subi ces assauts. C'était le cas de tous ses favoris. Suite à ce documentaire, en mai 2023, de nouvelles victimes se sont fait connaître. L'ancien chanteur Masahiko Kondo a demandé à l'agence Johnny & Associates, qu'il n'a quitté qu'en 2021, d'admettre l'existence de violences sexuelles commises par Kitagawa, et une pétition vient d'être présentée au Parlement par 3 anciens membres de la boîte afin de mieux protéger les mineurs travaillant dans l'industrie du divertissement. L'empire de Kitagawa vacille, le numéro 2, Hideaki Takizawa, est parti en novembre 2022 pour créer sa propre agence. Plusieurs idoles ont quitté leur groupe, ce qui est sans précédent. De plus, il s'est mis à imposer aux garçons de ces groupes de s'injecter des hormones féminines pour bloquer leur croissance masculine, une forme de castration chimique. Une mode que des politiciens japonais comme les nôtres veulent permettre dès l'enfance pour le grand bénéfice de l'industrie pharmaco-médicale. Une victime qui a écrit dans un livre avoir subi des rapports sexuels de Kitagawa au milieu des années mais a refusé les injections d'hormones, dit qu'ensuite il a été écarté par le producteur et n'a jamais pu démarrer sa carrière. On en sait beaucoup moins sur le traitement réservé aux filles, car Kitagawa a aussi créé et produit des groupes de filles. Les relations de Johnny Kitagawa. Parmi les volets de ce dossier qui sont toujours occultés aujourd'hui, par la BBC notamment, il y a celle des relations de Kitagawa. Car le showbiz au Japon, comme aux États-Unis ou en France d'ailleurs, est souvent une affaire de mafia. Et au Japon, les yakuza et la mafia chinoise ne sont jamais loin des paillettes. On a aussi eu récemment des cas d'acteurs qui acceptaient des cachets pour le compte de la mafia, dans le dos de leur agence pour apparaître à une soirée organisée par la mafia, alors que tout contrat est interdit depuis 1992. Selon le journaliste Jake Adelstein, qui a écrit un article à ce sujet dans The Daily Beast en 2017, les yakuza ont la main sur le Hollywood japonais. Les yakuza apparemment aiment particulièrement s'infiltrer dans des agences d'artistes et de stars ou les créer. Apparemment, les artistes peuvent être exploités sans contrat de travail, parfois non rémunérés. Si des stars refusent de travailler pour eux, ils sont capables de ruiner leur carrière en les empêchant totalement de travailler au Japon et peuvent tuer ceux qui cherchent à quitter leurs agences. Ils s'appuyaient sur la mafia et sur des groupes d'extrême droite, en effet, les deux sont très liés. Dès 1963 et la création d'une sorte de syndicat de l'industrie du divertissement, un système d'entraide entre agences a été instauré. Ou plutôt on pourrait dire de cartel. L'objectif était que les stars ne puissent pas aller de l'une à l'autre à loisir et donc faire jouer la concurrence. Les boîtes de production et agences sont donc en contact pour éliminer les gêneurs et faire tourner leurs affaires et les artistes sont quasiment hors du droit du travail. Le premier président de ce syndicat était Yasuhiro Nakazone, avait été nommé ministre des Sciences en 1959. C'est ce que l'agence Johnny & Associates a fait à un ancien membre du groupe SMAP qui avait décidé d'arrêter en les empêchant d'apparaître à la télé, comme si leur image était la propriété de l'agence. Les femmes, actrices, chanteuses sont souvent victimes de harcèlement, parfois du numéro 1 de leur agence, et ont les plus grandes difficultés à partir car leur carrière risque un coup d'arrêt. Kitagawa est né à Los Angeles en 1931 de parents japonais. Son père était bouddhiste d'une branche ésotérique, le Shingon, S-H-I-N-G-O-N, et est parti prêcher aux États-Unis en 1924 et est rentré au Japon 7 ans après. Certains articles parlent de pratiques pédocriminelles habituelles avec les jeunes moines bouddhistes auxquels aurait participé le père de Kitagawa. Très jeune, Kitagawa a rejoint l'armée américaine, pour laquelle il a été interprète en coréen. Il a obtenu le titre d'officier de renseignement de l'armée américaine au commandement des enquêtes criminelles, puis il a été militaire à l'ambassade US au Japon, où il est resté après la guerre. Il a collaboré avec l'armée américaine jusqu'à la fin des années 50 quand il a commencé à lancer ses boys bands. C'est ainsi qu'il est devenu un des hommes les plus riches du milieu du divertissement au Japon, resté célibataire toute sa vie. Son frère diplômé de l'UCLA, donc c'est l'université de Los Angeles, travaillait aussi aux États-Unis dans l'aéronautique sur le programme spatial de la NASA. Au cours de sa carrière fulgurante, Kitagawa a fréquenté du gratin dans le show business, ainsi que dans la politique, dans les affaires et dans la mafia, qu'elle soit japonaise ou chinoise. Parmi les plus éminentes de ces relations, il y a le politicien du Parti libéral, Yasuhiro Nakazone, donc mort en 2019, qui a été plusieurs fois ministre à partir de 1959, puis a été Premier ministre de 1982 à 1987, et dont l'homosexualité était un secret de polichinelle. Nakazone, donc décédé à 101 ans la même année que Kitagawa avec des funérailles en grande pompe, qui a contribué pendant la Deuxième Guerre mondiale à l'exploitation des entre guillemets, femmes de réconfort.
était aussi très proche de Reagan et a mené une politique d'ouverture économique et de privatisation, réalisant de nombreux voyages officiels aux États-Unis dans le cadre d'un renforcement des relations bilatérales tant désirées par Washington, notamment sur le plan militaire. Donc je vous renvoie à l'article. Donc les femmes de réconfort, en gros, c'était de l'organisation de prostitution par l'armée, quoi. Donc c'était officiel. Dans cette vidéo, par exemple, un homme parle de la relation entre Kitagawa et Nakazone, qu'il traite de porc, et explique que Kitagawa fournissait certaines de ses stars ou apprentis stars pour des relations sexuelles dont Nakazone profitait. L'une de ces stars serait le chanteur Shingo Katori, né en 77. Selon ce témoin, Nakazone et Kitagawa s'aidaient mutuellement. Par exemple, Nakazone aurait fait pression sur la police pour une enquête sur Kitagawa pour qu'elle n'ait pas lieu. En 89, le nom de Nakazone est sorti dans le cadre de l'affaire des partous pédocriminels à la Maison-Blanche, dans laquelle le lobbyiste et pourvoyeur de mineurs Craig G. Spence a été retrouvé suicidé et sa liste de clients perdue. Parmi eux, il y avait, d'après certaines sources, Ronald Reagan et Bush Ier. Et des photos intimes de Spence et Nakazone existeraient selon les articles de presse de l'époque. Les deux étaient réputés proches selon des articles de presse. Spence, qui ciblait en particulier les diplomates et politiciens étrangers, aimait beaucoup montrer des photos où il était avec Nakazone pour illustrer son influence internationale. Spence disait même que c'est lui qui avait repéré le profil politique de Nakazone alors qu'il était encore un obscur petit homme, et il fréquentait aussi des hommes d'affaires chinois lors des soirées organisées par Spence. D'autres politiciens japonais ont été entre guillemets aidés par Spence, du moins d'après ce qu'il pouvait déclarer à son entourage. Selon un article du Washington Post, je cite, donc, M. Spence a affirmé avoir conseillé M. Nakazone sur la façon de traiter avec les États-Unis, lui conseillant d'offrir au président Reagan une selle plutôt que des clubs de golf, et de toujours mentionner les films de l'ancien président juste avant que la presse ne soit admise pour les photos afin de s'assurer que les deux soient engagés dans une conversation animée. Les penchants de Nakazone pour les jeunes garçons sont dénoncés par divers observateurs hors médias mainstream. Cette rumeur existe depuis longtemps, résume un article. Apparemment, il aimait s'entourer de jeunes artistes, et la raison de l'impunité de Kitagawa est, pour ces observateurs de l'affaire, directement liée à sa proximité avec Nakazone. Quand Nakazone allait aux États-Unis, Johnny Kitagawa s'arrangeait pour y aller en même temps. Sur le net, on lit aussi assez souvent que Nakazone serait le cerveau de l'accident du vol 123 de la Japan Airlines en 1985 pendant des fêtes bouddhistes. Et parmi les motifs avancés, il y a celui d'offrir 520 sacrifices à un démon, un chiffre symbolique semble-t-il, et tout un tas de motifs liés à des magouilles telles que l'affaire Glico Morinaga, l'enlèvement du patron de Glico qui était victime de chantage en mars 84. Bon, ça c'est hors affaire, mais passons, on vous laisse creuser sur là-dessus si ça vous intéresse sur le personnage de Nakazone. Enfin, le fils de Nakazone, qui fait lui aussi de la politique au Parti libéral grâce à son père, est un militant des fameux droits LGBT qui occupent tant l'agenda de la propagande au Japon. Selon certains, comme le journaliste Steve McClure, le Parti libéral a été créé avec l'argent des Yakuza par des criminels de guerre tels que le grand-père de Shinzo Abe. Le système est donc le même que chez nous, où on a recyclé des individus compromis pour assurer l'alignement sur les intérêts américains. Il est également réputé proche de la secte Moon, ou Église de l'Unification, elle-même étroitement liée à la CIA et dont Nakazone était un soutien affiché. L'objectif était donc de faire du Japon une tête de pont anticommuniste en Asie. Kitagawa aurait eu aussi l'appui d'un yakuza d'extrême droite, c'est un pléonasme en fait, le dénommé Kodama Yoshio, mort en 84, qui était aussi un criminel de guerre récupéré par les Américains après la guerre pour leur fameuse lutte contre le communisme, alors qu'il continuait tranquillement ses activités criminelles et ses business, tout en soutenant des politiciens et des mouvements anticommunistes et d'extrême droite. Il a dirigé une obscure, je cite, société de l'océan Noir, qui défendait la famille impériale et s'est beaucoup rapproché après-guerre des partis de droite. Kodama était aussi impliqué avec Nakazone dans une affaire de pots de vin dans la fourniture d'avions Lockheed Martin à une compagnie d'aviation nationale. Et quand en 68, Sung Myung Moon, le fondateur de la secte Moon, en 92 à son arrivée des États-Unis grâce à l'appui du Parti libéral, a créé l'International Victory Coalition, une organisation politique à vocation anticommuniste, dont Kodama était l'un des membres fondateurs, selon la lettre d'information de Mori Ito. Le président honoraire était le criminel de guerre Ryoichi Sasakawa, adepte de Mussolini, créateur du Parti populaire nationaliste et fondateur de la Nippon Foundation, qui finançait le Parti libéral. Pour beaucoup, Sasakawa, tout comme Kodama,
qui avait créé la Ligue anticommuniste du peuple asiatique dans les années 60, étaient aussi des agents de la CIA. Kitagawa avait aussi des liens avec Takayoshi Otani, bijoutier proche de la droite politique et des Yakuza, dont la famille a hébergé celle de Kitagawa en 1942 pour quelques années. Un autre soutien important de Kitagawa, dès le tout début de sa carrière, était l'auteur Taisuke Fujishima, qui a écrit des paroles pour le groupe Four Leaves en 1969 et qui était le mari de sa sœur ainsi qu'un vieux camarade de classe de l'empereur Akihito au lycée. Fujishima a soutenu financièrement la société de Kitagawa, lui a ouvert son carnet d'adresses et l'a introduit dans les médias. Akihito a abdiqué en 2019. Entre 1999 et 2003, quand le média Shunkan Bunshun a publié des articles évoquant des violences sexuelles de Kitagawa, celui-ci a porté plainte et a fait condamner le journal à une amende importante. En 2002, le tribunal de Tokyo, ayant considéré qu'il n'avait pas assez de preuves et n'avait pas pris en compte le point de vue de Kitagawa, avant qu'un autre tribunal finalement ne revienne sur cette décision et considère ces affirmations comme vraies. Mais de toute façon, quasiment aucun média n'a parlé de cette histoire, Kitagawa étant manifestement intouchable. Le rôle des sponsors, les entreprises et chaînes télé qui finançaient les shows, est aussi à prendre en compte dans l'impunité générale, tout comme celui des médias qui ont occulté complaisamment ces affaires pendant plus de 50 ans. En fait, cela a arrangé tout le monde de se taire et que rien ne bouge. Les hormones et la propagande LGBT. Un aspect inquiétant du système Kitagawa était la prise d'oestrogènes et de placenta. La prise de placenta est légale au Japon, imposée à ses idoles, avec le plus souvent des opérations de chirurgie esthétique en complément. L'objectif affiché était de ralentir leur puberté pour leur faire garder un air jeune et androgyne, que leur voix et leur pilosité n'évoluent pas. Le phénomène était si connu qu'aujourd'hui les garçons qui ont une apparence féminine au Japon, on les appelle carrément des Johnny K. Beaucoup de ces idoles gardent ainsi un aspect jeune bien après la vingtaine et de taille relativement petite. En 1996, une de ces stars, Hiramoto Junya, avait évoqué des oestrogènes que Kitagawa l'obligeait à prendre, ainsi que les autres jeunes, pour bloquer leur croissance, leur faire garder une apparence et une voix juvénile. Shogo Kiyama, du groupe SPAN, avait aussi dénoncé cela dans son livre, et pour pouvoir débuter, il fallait avoir l'injection. Cette prise d'hormones féminines, qui se faisait hors de tout cadre médical, il réalisait des injections lui-même, sur des mineurs qui plus est, a des conséquences physiques et psychologiques qui n'étaient pas prises en compte. D'après ce qu'on m'a expliqué au Japon, le milieu de la chirurgie esthétique est gangréné par la mafia, tout comme le marché des hormones. Ces hormones ont été banalisées. Elles servent aujourd'hui dans le cadre des changements de sexe ou troubles de l'identité du genre. Johnny Kitagawa était un avant-gardiste. Et il pouvait en avoir en quantité. En parallèle, la culture LGBT a été diffusée par Kitagawa et ses idoles, ce qui s'avère très utile aujourd'hui alors que le Japon est ciblé par le lobby LGBT international, tête de pont des attaques culturelles américaines ces dernières années. Alors que pour les femmes, rien ou presque n'avait avancé sur l'égalité des sexes, le harcèlement et les agressions sexuelles, pour les trans et les gays, il semble que tout doit être fait rapidement. Dans quelle mesure le documentaire de la BBC peut-il être un moyen de pression sur la classe politique japonaise pour lui faire accepter les droits LGBT, c'est-à-dire à faire primer leurs droits sur ceux des autres, notamment des femmes, comme le préconise ce lobby mondialiste? Un article évoque le déferlement de la sexualité dans le Japon d'aujourd'hui, un fait auquel le divertissement a énormément contribué, tandis que Kitagawa était un rouage essentiel de ce déversement de propagande sexualisée et consumériste. Les médias se limitent à parler de Kitagawa, mais il est à peu près clair qu'il agissait dans le cadre d'un système beaucoup plus complexe. La pédocriminalité a été utilisée par l'OTAN après la Deuxième Guerre pour corrompre une partie des élites occidentales. Il est tout à fait probable qu'ils ont fait exactement les mêmes recettes au Japon et ailleurs. Les connexions de Kitagawa sont loin d'être anodines, mais on peut être certain que ces pistes ne seront explorées ni par la BBC ni par les autorités japonaises, justement pour cette raison. La nébuleuse de protection autour de Kitagawa ressemble beaucoup à ce qui a été fait en Europe, une colonisation sur le plan militaire, politique, culturel et même psychologique, dont Kitagawa n'était qu'un rouage, peut-être important, mais sans réelle autonomie.